Dans la tête de Vladimir Poutine, épisode 3, la loi du plus fort. Bonjour, je m'appelle Evelyne Jost, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'université de Metz. Bienvenue sur Résilience Psy, la chaîne dédiée à la psychologie. Dans le premier épisode, nous avons montré que Vladimir Poutine a développé une identité viriliste. Dans le second, nous avons parlé de son héritage traumatique tant collectif qu'individuel et des conditions difficiles dans lesquelles il a grandi. Et nous avons émis l'hypothèse que cet héritage a constitué un terreau fertile sur lequel s'est développée cette personnalité complexe et nous pensons qu'il a développé un attachement évitant, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer son manque de confiance en l'autre, sa difficulté à être dans la collaboration, sa confiance en lui, son besoin de contrôle et de maîtrise et son manque d'empathie. Dans cet épisode, nous allons tenter de mieux comprendre comment s'est construite cette identité viriliste avec cette loi du plus fort. Pour commencer, plongeons-nous dans le contexte de la société de l'époque. Staline est décédé le 5 mars 1953, soit 5 mois après la naissance de Vladimir Poutine. Avec Staline, on le sait, les incarcérations allaient bon train. Sur les 203 millions d'habitants que compte l'Union soviétique en 1953, 2 500 000 sont incarcérés, ce qui veut dire 1230 prisonniers pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, en France, plus ou moins à la même époque, en 1957, un recensement donne 45 prisonniers pour 100 000 habitants. Quelques mois après le décès de Staline, de nombreux prisonniers vont être amnistiés, 200 000, et 400 000 dossiers qui sont en attente de sanctions vont être clôturés. Des bandits endurcis de plus de 55 ans et de nombreux membres de gangs vont ainsi être libérés. Bien sûr, les criminels les plus dangereux ne vont pas bénéficier de cette amnistie, mais les anciens détenus vont rapidement reprendre leurs activités criminelles et la situation criminogène va rapidement se détériorer et la violence interpersonnelle, les vols et les vols à main armée vont devenir monnaie courante. Rapidement, la pègre va faire sa loi, notamment dans les grandes villes comme Leningrad, et la loi de la pègre, c'est évidemment la loi du plus fort. Les chefs de la pègre sont très puissants, on les appelle les voleurs dans la loi. Alors ce sont des criminels de haut niveau qui ne sont pas seulement des voleurs, mais qui sont aussi des bandits et des meurtriers. C'est donc dans ce contexte d'insécurité au niveau macrosocial où le plus fort fait sa loi que Vladimir Poutine va grandir. Outre la dégradation de la situation criminogène, un autre aspect qui me semble important, c'est ce que j'appelle la pègrinisation de la société, c'est-à-dire la propagation de codes propres à la pègre au sein de la société dans la population générale. En URSS, je pense qu'on peut vraiment parler de pègrinisation à cette époque-là. Alors comment cette mentalité et les codes et le vocabulaire de la pègre sont-ils infiltrés dans la société? C'est ce que nous allons voir. Même après la mort de Staline, les incarcérations restent fréquentes. En 30 ans, entre 1960 et 1991, à la chute de l'Union soviétique, 35 millions de peines de prison ont été prononcées. Ce qui veut dire qu'à la chute de l'Union soviétique, 25% de la population a connu la prison, voire dans certaines régions, 50%. Une grande partie de la population s'est donc frottée à ce milieu carcéral et à la pègre et en a gardé une certaine culture. Déjà des temps des tsars, mais plus encore sous Staline, dans les camps du goulag, c'est-à-dire dans les camps de travail forcé, les prisonniers ont rejeté le cadre de la loi et l'administration et ils ont créé leur propre culture avec sa propre hiérarchie, ses rituels, sa morale, ses traditions, son vocabulaire et son code d'honneur. Ce code d'honneur, on l'appelle tout simplement le code ou la loi, c'est-à-dire la loi des voleurs ou encore les traditions. Nous l'avons vu dans le premier épisode, la virilité distingue les hommes des femmes, mais elle classe aussi les individus masculins selon un axe vertical, au sommet duquel se hissent ce qu'on appelle les vrais hommes et au bas duquel sont relégués les sous-hommes, c'est-à-dire des hommes qui sont assimilés à des femmes. Pour rappel, on entend par virilisme l'exacerbation d'attitudes et de comportements virils adoptés par les hommes.
Ce virilisme, donc ce paroxysme de virilité, se manifeste principalement dans les communautés régies par la loi du plus fort, comme les institutions pénitentiaires, l'armée, le monde de la rue, les bandes, les gangs, les quartiers défavorisés des grandes villes et les microcosmes unisexués, par exemple les sports typiquement masculins selon les stéréotypes tels que les sports de combat. Dans ces milieux, le virilisme, la virilité, tient lieu d'identité. L'usage abusif d'une position dominante signe le plus souvent une situation d'insécurité et de malaise social. La compétition semble renforcer le repli et le renforcement des représentations traditionnelles de valeurs comprenant la domination masculine. Ce virilisme s'exprime dans les rapports que les hommes établissent avec les femmes autant que dans les relations qu'ils construisent avec leurs semblables masculins. Dans les prisons, cette virilité totalisante se manifeste notamment au détriment de ceux qui ne parviennent pas à affirmer leur masculinité. Nous allons le voir, la violence structure l'univers carcéral, le collectif carcéral en produisant de nouvelles identités individuelles et en établissant une hiérarchie entre prisonniers. J'ai travaillé à la colonie pénitentiaire numéro 33 à Marinsk, dans la région de Kemerovo, en Sibérie occidentale, et dans cette prison, comme dans toutes les prisons de l'Union soviétique et encore aujourd'hui dans les pays de l'ex-URSS, la vie des prisonniers est régie par une hiérarchie interne basée sur un système de castes. Dans les prisons, la virilité est un principe organisateur essentiel de la hiérarchisation du pouvoir. Nous allons trouver sur l'axe vertical les vrais hommes tout au-dessus, qu'on appelle les blatniers, les mousiki juste en dessous, les kozli encore en dessous et tout au bas de l'échelle, les petouki. Au sommet de l'axe de la virilité, on trouve les blatniers, du mot blat pistonnier. En fait, l'administration pénitentiaire abandonne la gestion quotidienne des prisonniers aux détenus eux-mêmes, et les blatniers sont les leaders de ce pouvoir parallèle. Ce pouvoir comprend aussi le pouvoir économique, comme par exemple le marché du sexe et les marchés de contrebande. Les blatniers sont des truands professionnels. L'incarcération n'est pour eux qu'une étape dans leur carrière criminelle. Ils doivent leur statut évidemment à leur prouesse criminelle, mais également à leur apparence virile, musculature, tatouage, également à leur sens de l'honneur. Ils répondent violemment à toute intimidation, provocation ou humiliation. Ils se reconnaissent aussi à leur volonté de dominer, ils résolvent violemment les conflits, ils refusent la négociation et ils ont un comportement sexuel dominateur. Chez les blatniers, le virilisme est de mise. En dessous des blatniers, on trouve les mousiki, littéralement les hommes. C'est la caste majoritaire. Leur avenir dans le crime n'est pas scellé. Certains, à leur sortie de prison, vont mener une existence honnête et d'autres vont commencer ou continuer une carrière criminelle. Durant leur incarcération, ils obéissent aux règles établies par les blatniers et ils refusent de collaborer avec l'administration pénitentiaire. Sur l'échelon du dessous, on trouve les kozli. En argot, cela signifie connard. Littéralement, cela veut dire bouc. Ils coopèrent avec l'administration pénitentiaire, ce qui leur vaut d'être considérés comme des traîtres par les blatniers et les mousiki. Tout au bas de l'échelle de la virilité, méprisée de tous, on trouve les petouki, littéralement les coqs. En argot, cela signifie les pédales. On regroupe dans cette catégorie les bisexuels et les homosexuels parce que leur comportement sexuel n'atteste pas d'un comportement dominant et qu'ils ne répondent pas aux critères de la masculinité. On retrouve également dans cette catégorie tous les détenus qui ont été contraints par un père, par exemple les prisonniers qui ont été punis de viol pour avoir enfreint la loi de la prison, selon le mythe qu'un homme ne peut pas être contraint s'il ne le veut pas et qu'il préfère mourir plutôt que de céder sa virginité sexuelle. Ces petouki, on les appelle aussi les intouchables ou les rabaissés, et en fait c'est la contrainte sexuelle qui provoque le rabaissement sur l'axe vertical de la virilité, donc leur rétrogradation sur l'échelle de la masculinité. La sexualité passive dévirilise ces hommes, voire les féminise.
la sexualité passive est vraiment considérée comme l'antithèse, comme l'opposé de la virilité. Cette sexualité passive convertit donc ces hommes, ils deviennent des PD, des tapettes, mais il les convertit aussi en équivalent symbolique féminin. Ils deviennent des putes, des gonzesses, des femmelettes, des salopes, et vont échoir à ces hommes des tâches qui sont habituellement attribuées aux femmes en fonction des différents pays de l'ex-Union soviétique. Ça va être la vaisselle, la lessive, l'entretien des toilettes, le nettoyage des sols, etc. Les détenus qui présentent ou à qui l'on prête des qualités physiques ou psychologiques associées aux stéréotypes féminins sont également bannis du groupe des durs et se retrouvent dans la catégorie des pétoukis. C'est le cas des individus petits, minces, aux traits délicats, imberbes, qui ont la peau douce, qui sont jeunes ou qui paraissent jeunes, qui portent des cheveux longs, qui sont maniérés, qui sont sensibles ou encore timides ou pacifiques. On retrouve aussi parmi les pétoukis tous les hommes qui ont transgressé le code d'honneur propre à l'identité masculine, comme par exemple ne pas avoir protégé les faibles, c'est ce qu'on appelle les pointeurs, ceux qui ont fait du mal aux femmes et aux enfants, ou les balances, c'est-à-dire ceux qui ont trahi leurs amis. On le comprend mieux, la virilité et le virilisme tiennent lieu d'identité dans le milieu carcéral et donc les détenus vont tout faire pour se démarquer des stéréotypes féminins, que ce soit dans leur discours ou dans leur comportement. Et on l'aura évidemment aussi compris, cette surenchère de virilité est dictée uniquement par la crainte d'être assujetti ou maltraité si on est assimilé à une femme. Autrement dit, en prison, donc dans le milieu de la pègre, c'est la loi du plus fort, et la loi du plus fort, elle est directement liée à la masculinité, la virilité, le virilisme. Et bien sûr, en raison de la pégrinisation de la société, eh bien, c'est dans ce monde-là que Poutine va grandir dans les années 50 et 60. Et le Vladimir Poutine d'aujourd'hui dans tout cela, eh bien, on peut remarquer cette pégrinisation dans son discours. Il utilise parfois un argot mafieux. Nous avons vu dans le premier épisode qu'il conçoit aussi le pouvoir comme une domination sexuelle sur ses partenaires, qu'il méprise les homosexuels et qu'il déconsidère les femmes. On retrouve également chez lui des attitudes qui sont propres au code d'honneur, donc à la loi des voleurs, c'est-à-dire toujours répondre à l'humiliation, ne pas s'enfuir devant ceux qui l'attaquent, ne jamais s'excuser. Nous avons vu que Vladimir Poutine a grandi dans un milieu macro-social déterminé par la loi du plus fort et la pégrinisation. Qu'en est-il maintenant pour lui dans sa vie individuelle? Dans quel milieu a-t-il grandi? C'est dans son enfance que Vladimir Poutine a commencé à se construire cette identité viriliste, et notamment dans la rue. Il n'est pas du tout un enfant des rues, mais plutôt un enfant qui était beaucoup dans la rue. Comme nous l'avons vu au deuxième épisode, Vladimir Poutine vivait dans un appartement communautaire et la pièce qui était réservée à la famille était de 20 mètres carrés, ce qui est un peu pour un enfant plein de vie, et c'était évidemment aussi le cas pour les autres enfants des autres appartements qui donc se retrouvaient à jouer dans les cours intérieures des immeubles et dans les ruelles qui reliaient ces immeubles. Autre facteur qui a probablement contribué à ce que Vladimir Poutine se retrouve dans les cours des immeubles, c'est qu'il vit seul avec des parents âgés. Il n'a ni frère ni sœur pour partager ses jeux puisque ses deux frères sont décédés avant sa naissance. Ses parents en plus ont 41 ans à sa naissance, ce qui pour l'époque est très âgé. Ses parents pourraient être ses grands-parents. Vladimir était un petit voyou. Il voulait être le leader dans ses cours et ses ruelles, et il se battait. Ceci dit, ce n'était pas un dangereux criminel comme pouvait déjà l'être à son âge quelqu'un comme Mussolini qui a failli tuer un de ses professeurs, ou encore Saddam Hussein qui, voulant tuer son professeur, a par inadvertance abattu le frère de celui-ci. Mais il tient à son identité de canaille. « J'étais plus un voyou qu'un pionnier, dit-il à un journaliste. » À quoi le journaliste lui répond « Vous faites de la coquetterie, là. » Et Vladimir Poutine de répondre « Vous me vexez, j'étais vraiment une petite canaille. » À l'école aussi,
Poutine veut être le leader. Nous voyons ici sur cette photo l'école de Vladimir Poutine. Le journaliste demande à Poutine « Et l'école, ça vous a plu ?» Poutine répond « Ça m'a plu un certain temps, tant que j'arrivais à rester le leader informel. » On voit sur cette photo, sur la rangée du haut, Poutine à la gauche, le numéro 2. Dans la cour des immeubles et dans la cour de récréation, pour être un leader, il faut être capable de se défendre. Il importe de passer pour un dur, de se faire respecter sous peine d'être maltraité. Et c'est là qu'intervient le sport. Vers 10-11 ans, Vladimir Poutine va commencer la boxe. Vladimir Poutine est petit, il est mince, actuellement d'ailleurs il ne mesure qu'1,67 m, et ses acquis de gamin des rues deviennent rapidement insuffisants pour rester le leader. Et donc il va se mettre au sport dès qu'il est devenu clair pour lui que son côté bagarreur, son caractère bagarreur était insuffisant pour continuer à rester le chef de la cour de récréation et de l'immeuble. Lorsqu'on veut pouvoir se battre, évidemment, on ne se tourne pas vers n'importe quel sport, on se tourne vers un sport de combat. Vladimir Poutine va commencer par la boxe, mais il va avoir le nez cassé et ça va le dégoûter de ce sport. Il va alors se tourner vers le sambo, un sport de combat typiquement russe qui a été inventé dans les années 1930, et puis ensuite vers le judo. Dans les clubs de sport de combat, on est bien dans un microcosme unisexué masculin. C'est aussi la loi du plus fort qui domine, comme dans la cour de récréation ou des cours des immeubles. Il s'agit d'être le meilleur, d'être le plus fort, de dominer son adversaire. Le but, c'est de gagner. Bien sûr, le sport va lui donner les outils pour se battre, mais il va aussi le confirmer dans le fait qu'on peut s'imposer par la force. Elle va aussi socialiser cette violence, c'est-à-dire la cadrer, lui donner un cadre, lui imposer des règles et donc rendre aussi cette violence acceptable aux yeux d'autrui. Il va aussi, dans ce sport, apprendre à contrôler cette violence, à la canaliser. Le sport va encore lui donner de la reconnaissance puisqu'il va être bon, même très bon en sambo et en judo. Il va donc gagner des compétitions, ce qui va probablement contribuer à lui donner confiance en lui. Les bagarres dans les cours des immeubles et la cour de récréation, ainsi que les sports de combat, vont marquer son rapport aux autres. Sa personnalité s'est forgée au contact de cette hostilité et de ce besoin de gagner. La violence a des effets de transformation identitaire. Elle a un impact sur la manière dont les perdants et les vainqueurs se perçoivent eux-mêmes et dont ils conçoivent leur relation à leur environnement social et plus largement à la société. J'espère que cet épisode vous a intéressé et vous permet de un petit peu mieux comprendre la personnalité de Vladimir Poutine. Nous nous retrouverons prochainement pour le prochain épisode Vladimir Poutine, l'enfant des services secrets. Merci de votre écoute et à bientôt.